Anne Parillo brise 25 ans de silence. La vérité sur Luc Besson ébranle le cinéma français. En 2025, pour la première fois, elle cesse d'éviter un passé longtemps enfoui derrière la gloire de Nikita. Ce qu'Anne Parillo s'apprête à dire n'est ni une confession ni une revanche, mais une vérité brute, capable de fissurer le mythe du pouvoir, de l'amour et du silence dans le cinéma français. Anne Parillo naît à Paris, le 6 mai 1960. Une ville de lumière, mais aussi de silence prolongé. Très tôt, elle entre dans le cinéma non comme un hasard, mais comme une décision instinctive. À la fin des années 70, alors que beaucoup cherchent encore leur place, Anne Parillo apparaît à l'écran avec une présence singulière. Rien de démonstratif. Rien de séducteur au sens attendu. Une beauté froide, un regard profond, et cette impression persistante qu'elle conserve toujours une distance que personne ne peut franchir facilement. Le public le perçoit immédiatement. Anne Parillo ne ressemble pas aux actrices façonnées pour plaire. Elle porte en elle une tension intérieure, une fragilité mêlée à une volonté ferme. À l'écran, elle peut rester silencieuse longtemps, et c'est précisément ce silence qui retient l'attention. Elle joue avec les regards, les respirations, les vides entre les mots. Le cinéma français de cette époque avait besoin d'un tel visage. Elle arrive au moment exact. En 1990, la femme Nikita paraît. Ce rôle ne transforme pas seulement la carrière d'Anne Parillo. Il modifie la représentation même de la femme dans le cinéma français. Nikita n'est ni héroïne, ni victime. Elle est violente et vulnérable. Manipulée et résistante à la fois. Lorsqu'Anne Parillo sort de ce film, elle n'est plus simplement une actrice. Elle devient un symbole. Celui d'une femme projetée au cœur du pouvoir, contrainte d'apprendre à y survivre. Le César de la meilleure actrice, décerné en mars 1991, ne fait que confirmer ce que le public a déjà compris. Anne Parillo s'impose comme l'un des visages incontournables des années 90. Une femme influente, sans excès de parole, sans revendication publique, mais constamment au centre du regard collectif. Pourtant, cette image publique possède une face cachée. Devant la caméra, elle apparaît forte, maîtrisée, presque inaccessible. Derrière les projecteurs, Anne Parillo choisit la retenue. Elle parle peu de sa vie privée. Elle explique rarement. Elle répond encore moins. Dans un milieu où le pouvoir appartient souvent à ceux qui parlent le plus fort, elle construit le sien par la discrétion. On l'admire. Mais on ne la connaît pas vraiment. Et dans cet écart, entre l'icône et la femme, entre la lumière et l'ombre, une question s'installe lentement. Qu'est-ce qui a poussé une femme aussi forte qu'Anne Parillo à se taire pendant tant d'années? Anne Parillo rencontre Luc Besson au milieu des années 80. À ce moment-là, rien ne laisse encore présager que cette rencontre deviendra un axe central de sa vie. Elle est déjà actrice, reconnue pour sa singularité. Lui est un jeune réalisateur ambitieux, habité par une vision très précise du cinéma, convaincu que tout peut être façonné par l'image, le rythme et le contrôle. Ils se reconnaissent rapidement. Pas par ressemblance, mais par contraste. Anne Parillo avance avec une sensibilité retenue, presque secrète. Elle observe avant de parler. Elle ressent avant d'agir. Luc Besson, lui, projette. Il décide vite. Il imagine des mondes fermés, structurés, où chaque personnage a une fonction claire. Entre eux, l'attraction naît de cette opposition. Elle apporte la chair, l'émotion brute. Il apporte la structure, la direction, la promesse d'un destin cinématographique plus grand. Ils se marient en 1986. 1 an plus tard naît leur fille, Juliette. À l'extérieur, ils forment un couple discret, presque effacé. À l'intérieur, leur relation se construit sur une ligne fragile où la vie privée et la création ne sont jamais vraiment séparées. L'amour, le travail, l'ambition circulent dans le même espace, sans frontières nettes. En 1989, Luc Besson commence l'écriture et le tournage de La femme Nikita. Le film est pensé pour Anne Parillo. Le personnage est taillé sur mesure. Une jeune femme violente, perdue, reprise en main par une organisation plus puissante qu'elle. Une femme qu'on façonne, qu'on corrige, qu'on transforme. Le tournage débute le 13 février et s'achève le 10 juillet. Pendant ces mois, la frontière entre Anne et Nikita devient floue. Le rôle exige tout. Le corps. L'endurance. L'effacement de soi. Luc Besson dirige avec précision. Il sait ce qu'il veut voir à l'écran. Anne Parillo, elle, se donne entièrement. Elle accepte la dureté, la discipline, la pression. Elle croit au film. Elle croit à la vision. Elle croit aussi à l'homme qui se tient derrière la caméra. Leur relation devient alors un mélange complexe de confiance, de dépendance et de création commune. Le cinéma ne se contente plus de raconter leur histoire.
Il la structure. Lorsque Nikita sort, le succès est immédiat. Anne Parillo est propulsée au centre du regard public. Mais cette ascension a un prix invisible. Le couple se fissure. En 1991, Anne Parillo et Luc Besson divorcent. Officiellement, rien de spectaculaire. Aucun scandale. Juste une séparation. Pourtant, ce qui s'est joué la dépasse largement une histoire d'amour terminée. Cette rencontre a façonné une trajectoire entière. Elle a offert la lumière. Elle a aussi installé une dynamique de pouvoir dont les effets se feront sentir longtemps après. Dans certaines rencontres, l'amour ouvre des portes. Dans d'autres, il redéfinit silencieusement les limites de soi. Et parfois, on ne comprend la nature réelle de cette rencontre qu'une fois le silence installé. En 1990, la femme Nikita sort sur les écrans. Le choc est immédiat. Le film ne ressemble à rien de connu. Ni porklassik, ni drame pesologue traditionnel. Au centre, une femme. Brute, fragile, dangerous. Et ce visage, celui d'Anne Parillo, devient instantanément indissociable du personnage. Dès les premières semaines, le public comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'un succès. C'est un basculement. Pour Anne Parillo, Nikita n'est pas un rôle comme les autres. C'est une immersion totale. Le corps est mis à l'épreuve. Elle s'entraîne, apprend à manier les armes, accepte de vivre dans des décors austères, parfois dans des bâtiments industriels désaffectés. Elle maigrit. Elle s'épuise. Chaque geste doit être précis. Chaque regard contrôlé. La transformation est autant physique que mentale. Elle ne joue pas Nikita. Elle devient Nikita. Sur le plateau, le rythme est exigeant. La rigueur domine. Rien n'est laissé au hasard. Anne Parillo accepte cette discipline, convaincue que la vérité du personnage passe par la contrainte. Elle comprend que ce film peut tout changer. Elle s'y engage sans retenue. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit elle tient, soit elle disparaît. Elle tient. À l'écran, le résultat est saisissant. Nikita fascine parce qu'elle échappe aux catégories habituelles. Elle n'est ni héroïque ni totalement victime. Elle survit. Elle apprend. Elle obéit tout en cherchant une échappatoire. Cette ambiguïté frappe le public. Et Anne Parillo, par son jeu retenu, presque minimaliste, donne au personnage une profondeur inattendue. Le silence devient un langage. La violence, une conséquence. La fragilité, une force paradoxale. Le succès dépasse les frontières françaises. Le film circule, s'exporte, inspire. Anne Parillo est désormais perçue comme l'incarnation d'un nouveau type de féminité à l'écran. Forte sans être idéalisée. Désirable sans être décorative. Dangereuse sans être caricaturale. En 1991, le César de la meilleure actrice vient consacrer cette reconnaissance. Sur scène, elle reçoit le prix avec retenue. Sans triomphalisme. Comme si elle savait déjà que cette victoire avait un revers. Car derrière l'enthousiasme du public, une autre réalité s'installe. Nikita colle à sa peau. On ne lui parle plus que de ce rôle. Les propositions se construisent autour de cette image. Le regard des autres change. Anne Parillo devient une figure. Un symbole. Et les symboles laissent peu de place à la nuance. Pourtant, à ce moment-là, rien n'est encore visible. Tout semble possible. Les premières années sont baignées d'une lumière presque aveuglante. Le cinéma célèbre une icône. Elle avance, portée par cette vague, consciente de la chance, mais attentive aux signaux faibles. Car dans certaines ascensions, la lumière n'éclaire pas seulement le chemin. Elle projette aussi des ombres plus longues. Et souvent, ce sont ces ombres-là que l'on ne voit qu'une fois la lumière passer. En 1991, Anne Parillo et Luc Besson divorcent. La séparation se fait sans fracas public. Pas de scandale. Pas de règlement de compte médiatique. Officiellement, c'est la fin d'un couple. Officieusement, c'est la fin d'un système fragile où l'amour, la création et le pouvoir avaient longtemps cohabité sans limite claire. Après Nikita, Luc Besson continue son ascension. Il devient l'un des réalisateurs les plus influents du cinéma français. Son univers s'élargit. Ses projets prennent de l'ampleur. Son nom devient une signature. Anne Parillo, elle, reste associée à un personnage précis. Aux yeux du public, elle est encore et toujours Nikita. Cette dissymétrie s'installe lentement. Elle n'est pas brutale. Elle est silencieuse. Mais elle pèse. Le lien entre eux ne disparaît pas avec le divorce. Il se transforme. L'empreinte de Luc Besson sur la trajectoire d'Anne Parillo dépasse le cadre conjugal. Il a façonné son image. Il a défini, en grande partie,
la manière dont le milieu l'aperçoit. Dans une industrie où les réalisateurs détiennent souvent le pouvoir de faire et de défaire des carrières, cette empreinte devient une présence invisible mais constante. La presse, elle, ne s'attarde pas sur ces dynamiques. Elle célèbre le film. Elle célèbre le mythe. Elle analyse le succès, jamais le prix intime à payer. Le regard public reste focalisé sur la performance, sur l'icône. Personne ne questionne vraiment ce que signifie, pour une actrice, d'avoir été révélée par un rôle aussi total, conçu par un homme devenu central dans le paysage cinématographique. Pour Anne Parillot, l'après Nikita est plus complexe qu'il n'y paraît. Les propositions arrivent. Mais elles portent toute une attente implicite. Rejouer une variation du même personnage. Reproduire une intensité. Répondre à une image figée. Peu à peu, elle ressent une forme d'épuisement. Non pas physique seulement. Un épuisement intérieur. Celui de ne plus savoir où s'arrête le rôle et où commence la personne. Des années plus tard, elle le dira sans emphase. Après Nikita, elle s'est sentie dépassée. Trop sollicitée. Trop exposée. Elle a même envisagé d'arrêter le cinéma. Pas par caprice. Par nécessité. Le succès avait été d'une telle violence qu'il avait créé une distance entre elle et elle-même. Mais à l'intérieur, Anne Parillot ressent autre chose. Une impression d'avoir été modelée. Dirigée. Définie par un regard extérieur plus puissant que le sien. Ce sentiment n'est pas formulé en termes de reproche. Il est diffus. In time. Presque honteux. Car comment se plaindre d'un succès que tout le monde envie? La relation passée avec Luc Besson devient alors un point aveugle. Elle n'en parle pas. Elle ne la commente pas. Elle la range dans un espace fermé. Non par peur du scandale, mais par instinct de survie. Dans un milieu dominé par les rapports de force, le silence peut parfois sembler plus sûr que la parole. Les années passent. Anne Parillot continue de travailler. Elle choisit ses rôles avec prudence. Elle s'éloigne du tumulte. Elle protège ce qui reste intact. Le cinéma reste présent, mais il n'occupe plus tout l'espace. Elle apprend à exister en dehors de l'image que l'on attend d'elle. Ce que personne ne voit, c'est le lent travail intérieur. La reconstruction discrète. La tentative de reprendre possession de son histoire. Car certaines expériences ne détruisent pas immédiatement. Elles s'installent. Elles façonnent la perception de soi sur le long terme. Et parfois, ce n'est pas l'événement en lui-même qui fait basculer une vie, mais le silence prolongé qui l'entoure. Le silence comme refuge. Le silence comme protection. Le silence comme prix à payer pour continuer à avancer. Mais aucun silence n'est éternel. Il finit toujours par rencontrer un moment où la vérité demande à être dite. Après Nikita et après le divorce, quelque chose se referme. Pas brutalement. Pas visiblement. Mais de manière définitive. Anne Parillot cesse de parler de Luc Besson. Elle ne revient plus sur cette période. Elle ne la commente pas, même lorsqu'on l'y invite. Pendant plus de 25 ans, ce silence devient constant. Stable. Presque institutionnel. Ce n'est pas un oubli. C'est un choix. Dans les années qui suivent, elle continue d'exister dans le paysage cinématographique, mais autrement. Moins exposée. Moins centrale. Elle travaille, mais sans chercher la lumière. Elle évite les récits personnels. Elle protège une frontière invisible entre ce qui appartient au cinéma et ce qui relève de l'intime. À chaque interview, à chaque apparition publique, la même retenue. Les mêmes phrases sobres. Les mêmes zones laissées intactes. Dans une industrie dominée par des figures de pouvoir fortes, ce silence a une fonction précise. Il évite les conflits. Il préserve les équilibres. Il permet de continuer à avancer sans être ramené sans cesse à un passé que d'autres contrôlent encore mieux qu'elle. Parler aurait signifié s'exposer. Être interprété. Deformé. Réduite à un récit qui ne lui appartiendrait plus. Anne Parillot comprend très tôt que la parole n'est pas toujours une libération. Parfois, elle est un risque. Un déplacement de pouvoir. Dans le cinéma, les histoires sont souvent racontées par ceux qui tiennent la caméra, pas par ceux qui ont été filmés. Elle choisit donc la stratégie inverse. Elle se retire du commentaire. Elle laisse le temps passer. Elle laisse les images parler à sa place. Les années s'accumulent. Le monde change. Les regards évoluent lentement. Mais son silence demeure. Il devient une part de son identité publique. On la dit mystérieuse. Reservée. Froide parfois. Peu importe les qualificatifs. Ce qui compte, c'est ce qu'elle préserve. Une forme de souveraineté intérieure. Ce point de rupture n'est pas un événement précis. Ce n'est ni une dispute, ni une scène, ni une date marquée dans un agenda.
C'est une décision intime, répétée chaque jour pendant 25 ans. Celle de ne pas livrer son histoire à un système qui aurait pu la retourner contre elle. Dans certaines vies, la rupture n'est pas un cri. C'est une ligne droite tracée dans le silence. Une manière de dire non sans jamais prononcer le mot. Anne Parillot a vécu longtemps dans cet espace-là. Un espace où le mutisme devient une protection. Où l'absence de mots empêche la confiscation du sens. Mais aucun silence n'est neutre éternellement. Il accumule du poids. Il se charge de sens. Et vient un moment où ce qui a été tu trop longtemps cherche une autre issue. Car parfois, le véritable point de rupture n'est pas celui où tout s'effondre. C'est celui où l'on décide, enfin, que le silence ne suffit plus. En 2025, Anne Parillot parle. Pas dans un tribunal. Pas dans un manifeste. Elle parle dans un espace maîtrisé, calme, presque dépouillé. La voix est posée. Le regard stable. Rien ne ressemble à une vengeance tardive. Il n'y a ni colère visible, ni désir de régler des comptes. Seulement des mots longtemps retenus. Elle ne prononce pas de grandes accusations. Elle n'emploie pas le vocabulaire judiciaire. Elle décrit une expérience. Un climat. Une manière de travailler qui, avec le recul, lui apparaît aujourd'hui comme inacceptable. À l'époque, elle n'avait pas les mots. Pas le cadre. Pas la liberté intérieure nécessaire pour nommer ce qu'elle ressentait. Elle travaillait. Elle obéissait aux exigences du film. Elle avançait. Ce qu'elle évoque tient davantage de la sensation que du fait brut. Une pression constante. Une frontière floue entre la direction artistique et l'emprise. Une impression de devoir se conformer, de taire son inconfort pour que l'œuvre existe. Elle ne parle pas de crime. Elle parle de déséquilibre. D'un rapport de force où l'un décide et où l'autre apprend à s'effacer pour survivre. Pendant longtemps, elle a cru que c'était le prix à payer. Le prix du succès. Le prix d'un rôle exceptionnel. Le prix d'une époque où ces questions ne se posaient pas publiquement. Elle s'est tue, persuadée que son ressenti n'avait pas sa place face à l'admiration générale. Le silence lui semblait plus raisonnable que l'incompréhension. En parlant aujourd'hui, Anne Parillot ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle ne renie ni le film, ni son importance. Elle ne détruit pas ce qui a existé. Elle ajoute simplement une couche de vérité. La sienne. Une vérité subjective, intime, longtemps mise de côté parce qu'elle ne correspondait pas au récit dominant. Les réactions sont immédiates. Le cinéma français s'interroge. Pas tant sur un homme que sur un système. Sur ce qui était toléré. Sur ce qui était invisible. Sur ce que le silence a permis de maintenir en place. Beaucoup écoutent. Certains minimisent. D'autres reconnaissent enfin des schémas familiers. Anne Parillot, elle, reste fidèle à son ton. Elle ne dramatise pas. Elle n'insiste pas. Elle dit ce qu'elle a à dire, puis se retire. Comme si la parole, une fois libérée, n'avait plus besoin d'être défendue. Parfois, dire la vérité ne consiste pas à accuser. Cela consiste simplement à refuser de continuer à se taire. Après avoir parlé, quelque chose se dénoue. Pas dans le bruit. Dans un calme nouveau. Le cinéma français réagit, se divise, débat. Les plateaux, les tribunes, les conversations privées s'animent autour des mêmes mots. Pouvoir, silence, époque, responsabilité. Certains applaudissent le courage. D'autres préfèrent relativiser. Mais le sujet est désormais là. Visible. Impossible à ignorer. Anne Parillot, elle, ne s'installe pas au centre de la tempête. Elle s'en tient à distance. Sa parole n'appelle pas de suite. Elle n'exige pas de verdict. Elle a simplement déplacé le regard. Là où l'on célébrait un mythe, elle a rappelé une expérience humaine. Là où l'on parlait d'icônes, elle a parlé de limites. Dans cette nouvelle phase, elle n'a plus rien à prouver. Le pouvoir n'est plus un enjeu. La reconnaissance non plus. Elle avance autrement. Plus légère. Plus alignée. Comme si le fait d'avoir nommé ce qui était resté flou lui permettait enfin de reprendre possession de son histoire. La renaissance n'est pas un retour sous les projecteurs. C'est une sortie du cadre. Une liberté discrète. Une façon d'exister sans se justifier. Anne Parillot n'a pas changé le passé. Elle a changé la manière dont il pèse sur elle. Et au-delà de son parcours, une question demeure, suspendue au-dessus de l'écran. Avons-nous réellement compris ce que le silence protège, et ce qu'il coûte, chez celles que nous avons longtemps regardées sans vraiment les entendre ?